Alors, mon exposé va avoir 3 parties. Je vais commencer par parler du sol, ensuite de la faune du sol, et enfin, je terminerai par l'impact des pratiques agricoles sur la faune du sol. Alors, est-ce que vous pouvez me donner... Est-ce que vous... Attends, Laurent. Gislain, oui. Tu peux couper le micro, s'il te plaît? Ouais. Gislain, tu peux couper le micro, s'il te plaît, il y a écho. Bon, c'est bon. Ça a l'air d'être bon, Laurent, tu peux y aller, je pense. Voilà, ça y est, ça repart. Alors, je disais que mon exposé aura 3 parties. Je vais commencer par le sol, ensuite je parlerai de la faune du sol, et ensuite je terminerai par les impacts des pratiques agricoles sur la faune du sol. Alors, pour commencer avec le sol, je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un peut me donner une définition du sol? Oui? Et qu'il y a au sol? Comment? Et ce qu'il y a au sol, c'est la terre? Oui, c'est la terre. Alors, effectivement, vous avez sûrement déjà mis du sol dans votre main. Et si, lorsque vous avez mis du sol dans votre main, vous avez constaté quelque chose. Regardez. Vous avez constaté qu'il y a des grains, des petits grains et des grains plus grands. Ces grains, ils sont constitués soit par du gravier, du sable ou des agrégats. Et ces grains constituent ce qu'on appelle la structure du sol. Comment on met en évidence la taille de ces grains? Eh bien, on prend la terre qu'on avait dans les mains et on la plonge dans l'eau, dans un bocal rempli d'eau, qu'on referme, qu'on agite et qu'on laisse reposer. Donc, ce qui va se passer, c'est que les grains qui pèsent, dont la masse est la plus importante, la plus élevée, vont tomber, sédimenter les premiers, ce sont les graviers. Ensuite, au-dessus, il y aura les grains qui sont un peu moins lourds, c'est-à-dire le sable. Et au-dessus du sable, on aura des particules, des grains, qui auront encore une taille encore plus fine, encore plus petite. Ce sont les limons. Et les limons, ils ont une taille supérieure à 2 microns et jusqu'à 50-60 microns. Voilà. Et au-dessus des limons, il y aura des particules encore plus petites. Ce sont des particules qui mesurent moins de 2 microns. Et ces particules, ce sont des argiles. Et au-dessus des argiles, vous voyez une couche bleue. Elle représente l'eau qui est chargée en particules tellement fines qu'elles ne peuvent pas sédimenter, elles ne peuvent pas se déposer. Ces particules sont de l'ordre du nanomètre. Et comme elles ne peuvent pas se déposer, elles restent en suspension dans l'eau, et l'eau ne sera pas bleue, mais elle sera plutôt trouble. Et on appelle cette eau une suspension colloïdale. Et au-dessus, à la surface de cette suspension, eh bien, il y a des grosses particules, mais très légères, et ces particules qui flottent, ce sont des particules de matière organique. Voilà. Donc ça, c'est la texture du sol. À votre avis, est-ce que ça suffit pour définir un sol? Bon, si je pose la question, c'est qu'évidemment, ça ne suffit pas. Et pourquoi ça ne suffit pas? Eh bien, parce que les grains ne sont pas isolés les uns des autres, soit ils sont collés les uns aux autres par la suspension colloïdale qui s'est évaporée, qui a séché. Donc, les grains sont collés les uns aux autres, et dans ce cas-là, on va parler de structure compacte. C'est-à-dire, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'espace entre les grains. Hein. Et alors, lorsque le sol a une structure compacte, ça veut dire que les animaux qui vivent dans le sol vont être obligés, pour se déplacer dans le sol, de creuser le sol. Ceux qui n'arriveront pas à creuser le sol ne pourront pas se déplacer et vivre dans le sol compact. Voilà.
Donc la structure a une importance pour la faune du sol. Ensuite, au milieu, là, vous avez des grains, et entre les grains, c'est des grains toujours collés, mais entre les grains, il y a des espaces, des espaces. Et donc, ces espaces vont pouvoir être utilisés par la faune du sol pour se déplacer. Ensuite, à droite, à l'extrême droite, eh bien, les grains ne sont plus du tout collés les uns aux autres. Ils sont détachés les uns des autres et il y a les grains et des espaces. C'est un peu comme le sable sur la plage. Donc, dans cette structure qu'on va appeler particulière, la précédente, elle s'appelait grumeleuse, celle-ci particulière, eh bien, toute la faune du sol pourra se déplacer sans problème. Alors, cependant, toute la faune du sol qui ne se déplace que dans l'eau ne pourra plus se déplacer parce qu'il n'y aura pas ou peu d'eau. Voilà. Donc, le sol, en général, et le sol agricole en particulier, est un milieu qui contient plus ou moins d'eau, plus ou moins d'air, mais toujours beaucoup de minéraux et un tout petit peu, on le voit ici, de matière organique. Alors, il y a une troisième caractéristique du sol, c'est le fait que, outre la texture et la structure, un sol est composé de couches. Des couches qui sont plus ou moins horizontales, qu'on appelle des horizons. Et vous voyez dans ce schéma que ces horizons se différencient en fonction de certains caractères. Le premier, c'est la couleur. Et la couleur, généralement, est liée à la quantité de matière organique. Et l'horizon supérieur, le plus élevé, sera toujours plus foncé que les horizons en dessous. Voilà. Et ces horizons, on le voit, sont traversés par les racines de la plante. Ça, c'est ce qui se passe dans la nature et c'est ce qui se passe aussi dans un champ cultivé. Voilà. Mais il n'y a pas que la plante. Et la faune du sol va aussi se déplacer à la fois horizontalement et verticalement, et donc va traverser les horizons. Voilà. Donc voilà maintenant ce qui nous amène à parler de la faune. La faune du sol a ceci de particulier, c'est que selon la taille, selon la dimension des animaux, eh bien, ils pourront ou non circuler dans le sol et aller se nourrir. Et on va considérer 4 catégories d'animaux en fonction de leur taille. Des animaux qui vont mesurer jusqu'à 0,1 mm, vous voyez ici, 0,1 mm, ça fait 100 microns, et ils vont constituer la microfaune. Ça veut dire que ce sera des animaux microscopiques. Ensuite, les animaux dont la taille va mesurer entre 0,1 mm et 2 mm, eh bien, ils vont constituer ce qu'on appelle la mésofaune. Ensuite, au-dessus de 2 mm et jusqu'à 20 mm, ils vont constituer la macrofaune. Et au-delà de 20 mm, il s'agira de la mégafaune. Voilà, donc je vais essayer de vous illustrer ces 4 catégories de faune en fonction de la taille, et je vais choisir à chaque fois seulement 2 exemples. Alors on commence par la microfaune, et là, est-ce que vous avez déjà vu des tardigrades? Alors, alors, les tardigrades ont ce site particulier. Vous voyez là une photo d'un tardigrade. Eh bien, ils ont ce site particulier qu'ils ont des pattes. Ils ont des pattes, mais seulement ces pattes ne sont pas articulées. Et le fait qu'ils aient des pattes qui ne sont pas articulées, ça va les obliger, ils ne vont pas pouvoir se déplacer lorsqu'il n'y aura pas d'eau, donc ils vont être obligés de se déplacer dans l'eau, uniquement dans l'eau. Donc, ils vont être présents et actifs uniquement lorsqu'il y aura un film d'eau suffisant pour qu'ils puissent se déplacer. Et ensuite, les tardigrades ont encore une autre caractéristique, c'est qu'ils n'ont pas de bouche proprement dite,
mais ils ont une petite trompe qui leur permet qui limite ce qu'ils peuvent ingérer, et ils vont ingérer quoi? Des lichens ou, ici, ce qu'on voit, des nématodes. Alors, qui sait ce que sont les nématodes? Alors, les nématodes, c'est comme ça, hein? C'est microscopique puisqu'on se trouve dans la microfaune, et ce sont des vers. Voilà, ce sont des vers et qui sont mangés en particulier par les tardigrades, mais pas que par les tardigrades. Et donc, ces nématodes, eux, ils vont manger surtout tout ce qui est microscopique. Ils vont manger des bactéries, des champignons, et ils vont manger également d'autres micro-organismes. Voilà. Ensuite, on passe à la mésofaune. La mésofaune, la voilà. Et le plus petit animal de la mésofaune est un acarien. Ils font partie des acariens. Et les acariens, ce sont des arthropodes. Les arthropodes, arthro, ça veut dire articulation, ça veut dire que ce sont des animaux qui possèdent des pattes, ou des appendices, et des pattes en particulier, articulées. Donc, à la différence des tardigrades, l'acarien qu'on voit ici va pouvoir se déplacer entre les grains du sol sans qu'il y ait forcément de l'eau. Donc ça, c'est toute la différence avec le tardigrade. Donc l'acarien va se déplacer, et lui, ce qu'il va consommer, eh bien, il va consommer essentiellement de la matière organique morte. Voilà. Et le deuxième exemple que je voulais vous présenter parmi la mésofaune, eh bien, il est là. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Vers de terre. Non, ce n'est pas un ver de terre, c'est une larve. Voilà. Et alors, c'est une larve qui a quelque chose de particulier. Est-ce que vous savez, est-ce que vous voyez ce qu'elle a de particulier, cette larve? Elle peut vivre longtemps. Oui, elle peut vivre longtemps, mais surtout, elle n'a pas de pattes. Elle n'a pas de pattes, et en plus, elle n'a pas de tête. Et pas de tête. Voilà. Et donc ça, c'est une larve particulière. C'est une larve de diptère. C'est les larves d'insectes comme les mouches ou les moustiques. Et donc, les insectes passent une partie de leur cycle biologique, le stade de développement larvaire, dans le sol. Ensuite, évidemment, tout le monde sait que les mouches, ça vole, ça ne reste pas dans le sol. Hein, mais le stade larvaire se développe dans le sol, et il va ingérer, par ici, toute de la matière organique morte. Voilà. Donc on voit ici que à la fois la microfaune et la mésofaune se nourrit beaucoup de matière organique morte. Voilà. Ici, on a d'autres arthropodes, comme les colamboles, les diploures, les petits myriapodes. Et ici, qu'est-ce que vous avez ici? Un ver de terre. Ah, c'est presque un ver de terre, c'est presque ça, c'est un anchytride. Et là, le point commun de l'anchytride avec le ver de terre, justement, c'est que c'est un ver annélide. Il a des anneaux. Alors que l'anchytride est également un ver comme le nématode, sauf que le nématode, lui, il n'a pas d'anneaux. Et en plus, il est encore plus petit que l'anchytride. Voilà. Donc l'anchytride est un ver, un annélide. Il fait partie des annélides. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce petit minuscule ver va faire comme les vers de terre. Il va ingérer de la matière organique mélangée à de la matière minérale, du sol. Il va ingérer le sol. Et il va en ingérer beaucoup, puisque on pense qu'un seul anchytride ingère en une année par mètre carré 2 kilos de sol. Alors imaginez, hein, c'est un animal qui mesure moins d'1 millimètre, et il mange dans une année sur 1 mètre carré 2 kilos de sol. Voilà. Et donc ça laisse supposer que les anchytrides vont avoir un effet important dans le sol, mais
contrairement aux vers de terre, les ankhytréides sont très mal connus et ils demandent à être étudiés. Voilà. Donc, on va quitter la mésofaune pour passer maintenant à la macrofaune. La macrofaune, on le voit ici, c'est tout ce qu'il y a au-dessus de 2 mm jusqu'à 20 mm. Alors, pour illustrer la macrofaune, moi, je propose de commencer par ce petit animal que vous connaissez tous parce que vous avez tous soulevé des pierres. Et lorsque vous soulevez une pierre, vous voyez des petits animaux qui se déplacent. Et parmi les petits animaux qui se déplacent, vous voyez des cloportes. Hein, ça, c'est un cloporte. Et est-ce que vous savez quelle est la particularité des cloportes? Alors, les cloportes, ce sont, comme les acariens et tous les animaux, sauf les ankhytréides qu'on a vus, ce sont des arthropodes. Ils ont des pattes articulées, également un tégument et le corps segmenté. Et le cloporte, il a 7 segments qui constituent son corps, et à chaque segment, il y a une paire de pattes. Donc, il a 7 paires de pattes, soit 14 pattes. Et il y a une méthode très facile pour reconnaître un cloporte, c'est que vous comptez 14 pattes. Et si vous comptez 14 pattes, c'est un cloporte. Voilà. Mais la particularité des cloportes n'est pas là. La particularité des cloportes, c'est que ce sont des crustacés. Ce sont des arthropodes et du groupe des crustacés. Des crustacés comme vous avez des crustacés marins, crabes, ou des crustacés marins et aquus, comme les écrevisses. Voilà. Donc, ils ont une cuticule et des segments. Et le point commun des cloportes avec les crustacés marins ou lacustres, c'est qu'ils ont des branchies. Ils respirent avec des branchies. Ce sont les seuls crustacés terrestres, mais qui respirent avec des branchies, et leurs branchies se trouvent dans un sac rempli d'eau. Voilà. En fait, c'est un peu comme s'ils avaient pris un petit peu de leur milieu aquatique ancestral pour vivre sur la Terre. Voilà. Ils vivent avec des branchies dans des petits sacs qui sont remplis d'eau. Voilà. Ça, c'est l'intérêt, la particularité des cloportes. Alors ensuite, on a un ensemble d'arthropodes, et là, on va arriver à ce que vous connaissez tous, et dont votre camarade a parlé tout à l'heure, c'est le ver de terre. Voilà, le ver de terre. Et vous voyez ici que le ver de terre a creusé une galerie. Voilà. Donc ça, c'est une des caractéristiques des vers de terre, mais pas tout à fait, j'en parlerai tout à l'heure. Ils vont construire des galeries en ingérant le sol, la matière organique et la matière minérale. Un peu comme les ankhytréides tout à l'heure. Voilà. Et puis alors, on termine avec la macrofaune et on va voir la mégafaune. Et la mégafaune, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quoi? C'est une taupe. Et ça, c'est? Un rat. Oui, c'est un rat, c'est un mulot. C'est un mulot. Donc, c'est un rongeur. Voilà. Et là, la taupe, qu'est-ce qu'elle fait, la taupe? Elle s'enfonce dans le sol, elle creuse le sol. Alors, pour la taupe, comme pour le ver de terre, que la structure soit compacte ou pas, la taupe, elle s'en fiche. Elle va creuser le sol avec ses griffes. Voilà. Hein, et elle va faire d'énormes galeries. Et vous voyez bien, quand vous allez dans les jardins, dans les prairies, vous voyez des tas de terre, des monticules de terre. Ce sont des taupinières. C'est le résultat de l'entrée ou de la sortie de la taupe dans une galerie. Donc, les taupes creusent des galeries dans lesquelles des petits rongeurs vont venir. Donc, les rongeurs vont exploiter les galeries des taupes. Pour quoi faire? Pour manger. Ils auront pris des graines, ils auront pris des feuilles, ils auront pris des fruits, ils auront pris de la nourriture, généralement
non animal, ils auront pris de la nourriture et vont l'apporter transporter cette nourriture dans les galeries de la taupe. Et donc, quand on a des taupes, on a forcément des rongeurs qui viennent profiter des galeries. Voilà. Alors, j'ai fini avec la présentation de la faune du sol. Alors, quelle conclusion vous pouvez dire sur cette faune? Eh bien, regardez, la plupart des animaux de la faune du sol sont composés par des arthropodes. Ça, c'est un arthropode. Là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. On a des vers microscopiques, nématodes, amphitrioïdes, vers de terre. Et puis, on a quelques vertébrés. Donc, la plupart de la faune du sol sont constitués par des arthropodes. Et toute cette faune du sol ne vit pas isolée. Elle vit dans un réseau, et dans un réseau trophique. Regardez ici. Ça, c'est avec des flèches. Il y a quelques représentants de la faune du sol avec des flèches, et les flèches signifient que les individus consomment ce qui est au bout de la flèche. Alors, on a des consommateurs de matière organique, et puis on a des consommateurs de matière organique et des consommateurs de ceux qui consomment la matière organique. Voilà. Et vous voyez par exemple que la taupe, elle va manger des vers de terre. Et c'est pour ça que la taupe creuse des galeries. Elle en creuse aussi pour faire son terrier, mais elle en creuse pour aller à la chasse aux vers de terre. Et on voit ici là que ce myriapode, ça c'est une litobie, ça s'appelle une litobie, c'est un myriapode qui vit dans le sol. Et bien lui, ce myriapode, il mange aussi des vers de terre. Donc, tout ça, c'est en réseau, les réseaux trophiques. Et à votre avis, donc là encore, on voit que les arthropodes sont très nombreux et dominent le réseau trophique. Mais à votre avis, est-ce que les arthropodes sont les plus nombreux dans le sol? Non. Non. Quel est l'animal ou le groupe d'animaux qui est le plus nombreux, le plus abondant? Pardon? La bactérie. Ah, les bactéries, mais les bactéries ne sont pas des animaux. Effectivement, tu as raison, on n'aurait peut-être pas dû mettre des bactéries, mais je les ai mis uniquement parce que d'abord, elles étaient dans le schéma de la personne qui a fait le schéma sur Internet, mais aussi parce que c'est la base du réseau trophique. Mais tu as raison, les bactéries ne sont pas des animaux, bien sûr. Hein. Donc, ce n'est pas ça les animaux les plus nombreux. Les animaux les plus nombreux, eh bien, ce sont les petits vers microscopiques qu'on a vus tout à l'heure, les nématodes. Il y en a 1 à 30 millions par mètre carré. Et alors ensuite, les acariens et les colamboles, qui sont des arthropodes, eh bien, ils sont juste derrière, en termes d'abondance, derrière les nématodes. On a en premier les nématodes, ensuite les acariens et les colamboles, et ensuite, après les colamboles, le groupe animal le plus abondant, eh bien, ce sont encore des vers, les vers amphitrioïdes, les vers qui ingèrent des grandes quantités de sol, mais qui sont très petits puisqu'ils font partie de la mésofaune. Hein. Donc, nématodes, acariens, colamboles, amphitrioïdes, et ensuite, on a les isopodes, c'est-à-dire les zooportes, en termes d'abondance, les diplopodes, c'est-à-dire les myriapodes, avec 2 paires de pattes par segment, puis ensuite les chyliopodes, et là, qu'est-ce que vous avez ici? Les vers de terre. On revient aux vers de terre. Alors, les vers de terre sont parmi les moins nombreux dans le sol, mais regardez dans la colonne de droite. La colonne de droite, ce n'est pas une colonne d'abondance, mais une colonne de biomasse. Et est-ce que vous savez ce que c'est que la biomasse? Eh bien, la biomasse, c'est la quantité, généralement, puisque c'est la masse, c'est en grammes ou en kilogrammes ou en tonnes d'êtres vivants. Et on va calculer, on va mesurer la biomasse en fonction des groupes. On peut également mesurer la biomasse en fonction des espèces ou des populations. Mais enfin, on mesure
une quantité en grammes ou en kilogrammes ou en tonnes, et on va l'exprimer par une surface, c'est-à-dire en mètres carrés. Et regardez dans cette colonne de la biomasse, quel est le groupe animal qui pèse le plus, à votre avis? C'est ça. Ce sont quoi? C'est ce sont les vers de terre. Donc, dans la faune du sol, les animaux qui ont la plus forte, la biomasse la plus élevée, sont les vers de terre. Et les vers de terre, en fait, il y a 3 types de vers de terre. Il y a les vers de terre qu'on appelle épigés. Épi, ça veut dire au-dessus. C'est des vers de terre là qui vivent uniquement en surface. Ils ne vont pas pénétrer en profondeur, à l'intérieur du sol. Ils vont vivre uniquement en surface, ils vont manger la matière organique en surface. Et ce sont les vers de terre. Ce sont des vers de terre de petite taille, c'est les plus petits, et ils sont pigmentés, ils ont une couleur rouge. Et c'est les vers de terre que vous voyez une fois qu'il a plu, sur le sol et même sur le bitume. Quelquefois, vous voyez des vers de terre. Eh bien, ce sont les vers épigés. Et ces vers aussi, épigés, ce sont les vers de terre qui consomment le compost. Quand vous faites du compost dans le jardin ou à l'école, eh bien, c'est les vers épigés qui vont manger la matière organique. Alors, il y a la deuxième catégorie de vers de terre, ce sont les vers endogés. Ce sont des vers qui font des galeries horizontales, mais uniquement dans l'horizon supérieur, c'est-à-dire qu'ils ne sortent peu ou pas du sol. Et vous savez, il y a une preuve qui montre que ces vers ne sortent pas du sol. Vous savez laquelle? Ils sont pas Eh bien, bronzés. ils n'ont pas de pigments, ils ne sont pas pigmentés. Ça, c'est des vers, les vers endogés, c'est des vers qui sont pâles ou presque blancs. Et donc, ils vont rester toute leur vie dans le sol à 30, 40, 50 cm de profondeur, et ils vont faire des galeries et ils vont consommer la matière organique mélangée à la matière minérale. Ça, c'est la deuxième catégorie de vers de terre. Et la troisième catégorie de vers de terre, c'est des vers de terre qu'on appelle vers anéciques. Les vers anéciques, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? On le voit dans ce schéma, les vers anéciques. Eh bien, ils font des galeries comme les vers endogés. Ils forment des galeries, mais des galeries verticales, pas horizontales, verticales. Ils vont chercher la nourriture, la matière organique morte en surface, ils l'ingèrent, et ensuite ils descendent, ils creusent une galerie, jusqu'à quelquefois très profonde, et ils vont ensuite jeter leurs excréments dans des petites loges. Et donc ça, c'est la matière organique qui vient de la surface, qui a été digérée par le ver anécique. Et le ver anécique, lui, il a besoin de manger, il a aussi besoin de respirer, bref, il va remonter à la surface. Et en remontant à la surface, il va en chemin ingérer de la matière minérale, c'est-à-dire le sol qui se trouve dessus. Il va l'ingérer. Et une fois qu'il a ingéré, il va arriver en surface et il va rejeter tout ce qu'il aura digéré, non pas tout ce qu'il n'aura pas digéré justement. Et ça, c'est ce que vous avez sûrement vu à la surface du sol, c'est ce qui s'appelle des turicules. Les turicules, ce sont des petits monticules de digestat, c'est-à-dire que c'est ce qui n'a pas justement été digéré par un animal, et en particulier le ver de terre. Voilà. Donc le ver de terre anécique, il prend la matière organique en surface et il la met au fond, et ensuite il prend la matière minérale ou organominérale du fond et il la fait remonter à la surface. Et ces vers de terre, ceux-là, ils sont gros, ils mesurent jusqu'à 1 mètre. Ça, c'est chez nous, hein. C'est en France ou en Europe. Il y a des vers anéciques qui peuvent mesurer jusqu'à 1 mètre. Mais là, ceux-là, ils mesurent plus d'1 mètre et ils sont même gigantesques. Ça, c'est des vers de terre anéciques qu'on trouve en Équateur, mais également qu'on trouve en Amérique du Sud, au Brésil, par exemple.
Voilà. La plupart de ces vers, Martiodrilus, sont plutôt de cette dimension-là, de cette taille-là, mais c'est déjà quand même assez impressionnant, hein. Ça ressemble à un serpent, mais c'est pas un serpent, c'est un ver anésique. Et puis celui-là, alors là, il est tout à fait étonnant. Et imaginez la galerie que ce ver peut faire dans le sol. C'est pas une galerie qu'il doit faire, c'est un tunnel. Voilà. Alors, l'intérêt de ces vers, si on revient aux vers que l'on connaît de chez nous, les vers plutôt ordinaires, hein, eh bien, ces vers ont ceci de particulier, c'est qu'ils vont produire entre 40 et 100 tonnes d'éjection par hectare et par an. 40 et 100 tonnes, ça fait 40 et 100 kilos par mètre carré. Rendez-vous compte, c'est quand même énorme. Et c'est d'autant plus important qu'on sait que les turicules de vers anésique contiennent 5 fois plus, à poids égal, hein, 5 fois plus d'azote qu'un sol qui ne contient pas de vers de terre. Un turicule de vers de terre contient 7 fois plus de phosphore, toujours à poids égal, qu'un sol qui ne contient pas de vers de terre. Et un turicule de vers de terre contient 11 fois plus de potassium. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vers de terre fertilisent le sol. Ils apportent de l'azote, ils apportent du phosphore, ils apportent du potassium. Ça, c'est la première caractéristique des vers, c'est qu'ils fertilisent le sol. La deuxième caractéristique, on le voit ici, hein, avec des galeries verticales et des galeries horizontales. Bien, en creusant des galeries, qu'est-ce que font les vers de terre? Eh bien, ils vont faire circuler de l'air dans le sol. Ils vont aérer le sol. Et en plus, non seulement ils vont aérer le sol, mais quand il va pleuvoir, la pluie, elle va entrer par ces galeries, soit horizontales, soit verticales. Ça veut dire que les vers de terre vont améliorer le drainage du sol, c'est-à-dire le passage de l'eau à travers le sol. Voilà. Eh bien, cette caractéristique, elle est aussi complétée par le fait qu'ils ingèrent de la matière organique, ils la mettent au fond, comme je disais tout à l'heure, et ils prennent de la matière du fond et la ramènent et la transfèrent en surface. Et donc, ils font ce qu'on appelle de la bioturbation. Ils mélangent la matière organique et la matière minérale, ce qui va stimuler justement la décomposition de la matière organique. Voilà. Donc, vous voyez que les vers de terre ont un ensemble de qualités qui font que les vers de terre sont des alliés des agriculteurs. Et lorsque des agriculteurs, et donc ce qui nous amène à nous interroger sur le fait qu'il se trouve que les vers de terre, depuis les années 50, sont en déclin. Ça veut dire que les années 50, c'est avant l'agriculture intensive, avant que se développe l'agriculture intensive. Et en 1950, on mesurait 2 tonnes de vers de terre par hectare. Or, aujourd'hui, on en a 200 kilos. Ça veut dire qu'on en a 10 fois moins. On a 10 fois moins de vers de terre par hectare. Et cette biomasse, elle est aussi... la valeur, 10 fois moins en biomasse comme en abondance, bien sûr. Hein. Et si on compare aujourd'hui le nombre de vers de terre entre un champ cultivé et une prairie, eh bien, on aura 2 fois moins d'espèces dans le champ cultivé que dans la prairie. Vous voyez, donc ça veut dire que là, depuis le développement de l'agriculture intensive, eh bien, on a une diminution à la fois du nombre de la biomasse et des espèces de vers de terre dans les sols, et en particulier les sols agricoles. Et alors là, ça veut dire que les agriculteurs, en tout cas ils l'ont fait pendant des décennies, ont utilisé des méthodes contre-productives parce que
ils ont utilisé des méthodes qui nuisaient, et qui nuisent encore aujourd'hui, à des alliés, c'est-à-dire les vers de terre. Hein, voilà. Et donc ça, c'est ce qui va nous amener à la troisième partie, et qui va nous amener à regarder, à nous intéresser à l'impact des pratiques agricoles sur la faune, et en particulier sur les vers de terre. Voilà. Alors regardez, ça, vous savez ce que c'est un tracteur. Et ça, le tracteur, qu'est-ce qu'il est en train de faire, l'agriculteur? Eh bien, il utilise une méthode conventionnelle. Hein, il est en train de labourer son champ. Pourquoi il laboure son champ? C'est parce qu'il veut ouvrir le sol pour pouvoir semer. Et qu'est-ce qui se passe quand l'agriculteur est en train de labourer son champ? Parce que là, la herse, elle peut pénétrer jusqu'à 30 cm en profondeur. 30 cm, c'est là où il y avait les vers endogés de tout à l'heure. Et c'est là aussi où, lorsque les vers anéciques remontent, ils se trouvent dans cette couche de 30 cm, dans cet horizon. Et puis, il y a également les vers épigés qui se trouvent à la surface. Voilà. Et il se trouve que si on compare le nombre de vers de terre dans un champ non labouré, c'est-à-dire un champ utilisé pour nourrir les animaux, pour laisser pâturer les animaux, le bétail, avec un champ qui a été labouré, regardez ce qui se passe. Le nombre, ça en ordonnée, c'est le nombre de vers de terre en abscisse. Ici, on a des colonnes qui correspondent au sol, au nombre de vers de terre qui se trouvent dans le sol non labouré, et là, le nombre de vers de terre qui se trouvent dans le sol labouré. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, vous voyez qu'il y a une grande différence entre le sol en nombre de vers de terre par mètre carré. Il y a une grande différence entre le nombre de vers de terre qui se trouve après dans un champ labouré avec le nombre de vers de terre qui se trouve dans un champ non labouré. Et il y a une grande différence, il y a une grande réduction du nombre de vers de terre. Ça veut dire que ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la pratique conventionnelle agricole est donc est bien néfaste aux vers de terre. Si ensuite, ça vous pouvez me dire, oui, mais c'est il y a 20 ans. Et regardez les résultats qu'on trouve sur Internet. Hein. Et là, j'ai un peu modifié le schéma que j'ai présenté ce matin. Regardez ce qui se passe lorsque les agriculteurs, ils le savent, hein, qu'il faut pas que labourer est néfaste aux vers de terre. Pourquoi? Parce que les vers de terre qui remontent, ou ceux qui sont les endogés, ils sont remis à la surface et les oiseaux viennent les manger. Et puis également, lorsque les agriculteurs utilisent des insecticides, parce qu'ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas utilisé des herbicides parce qu'ils sont en train de labourer, donc il n'y a pas de plantes. Par contre, ils peuvent utiliser des fongicides ou des insecticides. Et là, même si les vers de terre ne sont pas des champignons ou ne sont pas des insectes, ils vont quand même être impactés. Voilà. Donc c'est pour ça que le nombre de vers de terre est plus faible lorsque les agriculteurs ont labouré. Alors, les agriculteurs maintenant, de plus en plus, ils ne labourent pas ou plus, et ils vont faire du semi-direct. Ça veut dire qu'ils vont utiliser un tracteur avec un système qui va planter les graines dans le sol, sans labourer. Voilà. Et regardez ce qui se passe si on dénombre les vers de terre qui se trouvent dans le sol, dans un champ de blé où on a planté du blé avec cette machine, ou des vers de terre où le blé a été semé après avoir été labouré. Regardez, il y a 7 fois plus de vers de terre dans le champ qui a été l'agriculteur a utilisé la méthode du semi-direct que dans le champ qui a été labouré. Donc on le voit sur Internet, ça date de 2018. Hein. On n'est plus en 1994. Voilà, donc ça montre bien que le travail conventionnel est néfaste aux vers de terre, et le travail non conventionnel, c'est-à-dire des nouvelles pratiques, permettent justement d'éviter
de détruire, de réduire le nombre de vers de terre, c'est-à-dire c'est d'éviter de perdre un allié, ou des alliés plutôt. Voilà, ça c'était pour l'impact des pratiques agricoles sur les vers de terre, mais maintenant je vais vous montrer l'impact. Alors, c'est plus du labour, hein, c'est beaucoup moins. Là, c'est un agriculteur qui utilise une binette. La binette, c'est une sorte de pioche qui permet, qu'on utilise également dans le jardin, mais c'est plutôt un outil agricole qu'on utilise pour enlever les herbes adventices, les herbes indésirables, entre guillemets, hein, que l'agriculteur ne veut pas. Alors, il le fait d'une manière mécanique avec la binette, avec cette pioche-là. Et il y a des chercheurs qui ont essayé de voir quel était l'impact de ce travail très en surface du sol, hein, sur non pas les vers de terre, mais les nématodes, c'est-à-dire les vers microscopiques dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Et ils ont aussi ajouté un autre test, c'est l'utilisation d'herbicides dont vous avez sûrement entendu parler, qui contient du glyphosate, c'est le Roundup. Et regardez ce qui se passe, regardez les résultats. Ça, c'est en blanc, c'est le contrôle. En gris, c'est le nombre de vers de terre après binage, c'est-à-dire après avoir gratté la terre. Et puis ça, ici, le nombre de vers de terre après binage et après avoir rajouté de l'herbicide. Et regardez ce qui se passe. Ça, c'est dans la couche tout à fait en surface du sol, superficielle, entre 0 et 3 cm. Et là, c'est la couche qui est juste en dessous, de 3 à 6 cm. Ce n'est pas bien profond, hein, mais par rapport au binage, le binage, c'est un effet juste en surface, donc ce n'était pas la peine de descendre trop profond. Et regardez ce qui se passe avec le contrôle, c'est-à-dire le sol qui n'a pas été biné et qui n'a pas été traité avec l'herbicide. Ça, c'est le nombre de nématodes par gramme. Et de nématodes, c'est-à-dire dans 1 gramme de sol sec, il y a 60 nématodes. En moyenne, il y a une soixantaine de nématodes. Lorsque le sol n'a pas été traité, mais lorsque le sol a été biné, regardez, il n'y en a plus que 10. Ça veut dire qu'on a perdu une cinquantaine de nématodes uniquement en utilisant la binette. Ça veut dire que ce n'est pas du tout du labourage, ce n'est pas un tracteur, mais c'est simplement l'agriculteur qui enlève en surface les herbes. Hein. Voilà. Donc, rien que le fait de faire ça, ça détruit, enfin, ça élimine une grande quantité de sol. Et regardez ce qui se passe entre le binage et l'utilisation de l'herbicide. Il n'y a pas de différence. Eh bien, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence, c'est parce que l'herbicide, d'abord, c'est un pesticide qui n'impacte pas le nématode, et aussi parce que il n'y a plus beaucoup de nématodes ici. Alors qu'ici, là, qu'est-ce que vous voyez là? Il n'y a aucune différence. En dessous de 3 cm, il n'y a pas de différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nématodes, ils vivent d'abord en surface, enfin en tout cas ces nématodes-là, ils vivent en surface et ils vivent moins en profondeur. Et quand ils sont en profondeur, ben, ils ne sont pas atteints par le binage parce que c'est trop profond, et ils ne sont pas non plus atteints par l'herbicide. Enfin, dans cette expérience-là. Et puis je termine avec les autres vers qu'on a vus tout à l'heure, les anchytrides. Regardez les anchytrides, eh bien, que ce soit contrôle, binage ou herbicide, eh bien, il n'y a aucune différence. Donc, ça veut dire que le binage, par exemple, a un impact sur une faune, mais pas sur l'autre. Pas forcément sur l'autre. Voilà. Et je vais terminer en disant que le sol, c'est le patrimoine du monde agricole, mais il n'y a pas que le sol qui est le patrimoine du monde agricole. Il y a aussi la faune du sol qui est le patrimoine. Et que l'agriculteur sait, les agriculteurs le savent, qu'ils doivent protéger et éviter de détruire la faune du sol. Et là, j'ai voulu répondre à M. Toulier, puisqu'il m'a posé la question ce matin en disant, en termes de nombre d'espèces,
comment se positionne la faune du sol par rapport à la faune, à la totalité des espèces trouvées dans la biosphère. Voilà. Eh bien, j'ai calculé que la totalité, en tout cas avec ces données-là, hein, les données, eh bien, on a autour de 77 200 espèces décrites dans le sol. Or, on en a à peu près 1,9 million dans la biosphère, ce qui correspond à 4%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre d'espèces dans les sols est quand même assez faible par rapport au nombre total d'espèces sur la planète. Voilà. Et donc, si le nombre d'espèces est faible, alors il faut d'autant plus les sauvegarder parce que c'est une faune qui est quand même assez fragile. Voilà. Donc, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre attention. Et ça, on te garde, toi? Oui, il y a une question? Oui, merci. Et puis ils vont sortir. Yes, Ok. pas de souci. Merci. Yes. Et à lundi alors. Bonne fin de semaine. Merci. On switch avec Gislain. Ouais, salut. Au revoir. Gislain? Oui, je suis là. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, est-ce que nous, on a des questions? C'est assez clair. C'est assez clair. Si. Ouais, vas-y. On a dit que pour les arthropodes, ils avaient de l'eau, parce qu'ils avaient des branchies, c'est ça? C'est pas les arthropodes, c'est les cloportes. Les cloportes sont des arthropodes, mais c'est des crustacés, voilà. Oui. Mais du coup, cette eau, ils sont obligés de retourner vers l'eau pour en récupérer? Non, justement, les crustacés sont adaptés aux conditions aériennes. Ils n'ont plus besoin de retourner dans le milieu aquatique pour remplir leur poche. L'eau, ils la prennent lorsqu'il y en a dans le milieu terrestre. Non, c'est justement l'intérêt, c'est qu'ils n'ont pas besoin de retourner dans le milieu aquatique pour respirer avec leurs branchies. Voilà. Alors, j'ai une autre question. C'est les seuls crustacés qui sont capables de faire ça. Vas-y. Alors, vu qu'il manque des vers de terre, pourquoi on ne fait pas des élevages? Alors, vu qu'il manque des vers de terre dans les sols, pourquoi on ne fait pas des élevages? Ah, d'accord. Oui, on en fait des élevages, bien sûr. Mais disons que c'est pas forcément la bonne. C'est une méthode, mais c'est pas forcément la meilleure. La meilleure, c'est de faire en sorte que les vers in situ, dans le sol, soient préservés et se développent dans le sol. Parce que lorsque tu fais un élevage, tu sélectionnes déjà des vers de terre qui vont se comporter de telle et telle manière et qui vont s'adapter à tel et tel milieu. Et une fois que tu vas les introduire dans le sol, et dans quel sol, ça dépend lequel, eh bien, les vers de terre ne vont pas être forcément adaptés et ça ne va pas être forcément ce qu'on appelle en biologie un avantage sélectif. Ça veut dire que ça ne va pas forcément avantager les vers de terre pour se reproduire. Donc, la méthode, effectivement, on peut très bien introduire des vers de terre qui ont été élevés in vivo, pas in vivo, dans le laboratoire, je ne sais pas comment dire. Mais c'est pas à mon avis, c'est pas la meilleure méthode. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Alors, moi, j'en ai peut-être encore une qui rejoint la première partie sur le sol que du coup, nous, on a raté. Parce que le labour, en fait, ça va retourner la terre, donc ça va détruire les vers de terre. Donc, si on a... Oui. Et du coup, ça va aussi exposer une partie du sol à l'érosion. Oui. Donc, ça va aussi appauvrir la fertilité du sol. Du coup. Oui. Alors, c'est vrai que ça va. Pourquoi l'érosion? Parce que si le sol s'assèche,
Il y a tout un tas, dans la granulométrie du sol, la texture du sol, il y a tout un tas de petits grains qui vont être tellement légers, qui vont s'envoler avec les coups de vent, les masses d'air, les courants d'air. Voilà. Donc c'est là qu'il va y avoir un effet d'érosion. Mais il y a un autre effet d'érosion. C'est lorsque l'agriculteur produit de la matière organique, de la biomasse, et qu'il exporte cette biomasse, c'est-à-dire il ne la laisse pas sur place. Et le sol, au fur et à mesure, il va perdre de la matière organique. Et donc, comme on a vu, je l'ai montré, il y a une diapo qui montre la quantité, simplement 5% de matière organique, c'est rien. Et donc, moins il y aura de matière organique dans le sol, plus il y aura de matière minérale, et plus le sol va être susceptible, plus le sol va être susceptible d'être érodé. Voilà. Parce que c'est surtout la matière minérale qui va partir. Voilà. Et ça, c'est un gros problème de l'agriculteur, c'est que, ou de l'agriculture, c'est qu'il faut introduire de la matière organique dans les sols. Ok. Vous n'avez plus d'autres questions, c'est bon? C'est bon pour nous? Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci. Moi, je vais refaire un petit topo sur le sol, du coup, pendant le temps qui me reste. Je vais refaire la première partie qui m'a raté. Alors, je peut-être encore juste un mot pour terminer. Pas de souci. Sur Internet, on voit un certain nombre d'informations. Il faut faire très attention avec ces informations. Parce que même si vous croisez ces informations avec d'autres informations trouvées sur Internet, ça ne suffit pas pour être sûr que c'est correct. Et il faut demander l'avis de votre professeur. Parce que lui va savoir si les informations croisées sont correctes ou pas. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé tout à l'heure. Quand je vous dis que les vers de terre produisent entre 40 et 100 tonnes de déjection par hectare et par an, j'ai lu maintenant, il y a juste avant le cours, quelque part sur Internet, où il disait que les vers de terre ingéraient entre 40 et 100 tonnes de terre par hectare et par an. Et ingérer entre 40 et 100 tonnes, ce n'est pas comme rejeter entre 40 et 100 tonnes. Ce n'est pas du tout la même chose. Et alors, comme moi, je ne suis pas capable de faire la différence, eh bien, ce matin, j'ai écrit à un spécialiste des vers de terre pour lui demander si c'était entre 40 et 100 tonnes de matière ingérée ou entre 40 et 100 tonnes de matière excrétée. Voilà. Et j'attends sa réponse. Voilà. Et donc, lorsque j'aurai sa réponse, soit je vais le dire à votre professeur, à M. Soulier, et je vais soit corriger ce que j'ai dit, soit confirmer ce que j'ai dit. Voilà. Donc, vous voyez qu'en science, on n'est jamais certain totalement de ce qu'on lit ou de ce qu'on dit, et on cherche toujours à confirmer ce qu'on lit et ce qu'on dit. Voilà. Il faut toujours faire attention. Alors, du coup, ça a soulevé une question voilà. parmi les élèves. Vaudi, vas-y. Oui. Alors, ouais, ce que dit Vaudi, c'est qu'en fait, ce serait logique en fait que ce soit pareil. Ingérer et excréter, c'est pareil. Ce qu'il avale, il va l'excréter. Non, ça ne peut pas être pareil. Pourquoi? Parce que, regarde, l'élève qui m'a posé la question, je vais l'amener à réfléchir. Quand ce que tu manges, le bol alimentaire, ce que tu manges, quand tu vas le rejeter, quand tu vas l'avoir digéré et que tu vas rejeter qu'une partie, parce que si tu rejetais tout ce que tu avais ingéré, le fait d'avoir mangé t'aurait servi à rien. Donc, ton organisme, il va prélever une partie de ce que tu auras mangé et digéré. Et bien, pour les vers de terre, c'est la même chose. Si le ver de terre ingère 40 tonnes de nutriments, enfin de sol ou de matière organique mélangée à de la matière minérale
par hectare et par an, il va forcément en immobiliser une partie pour sa biomasse, forcément. Donc ça veut dire que si jamais, la vérité, c'est si jamais les vers de terre ingèrent entre 40 et 100 tonnes de matière par hectare et par an, ça veut dire qu'ils rejettent moins de 40. Moins, que cette fourchette est plus faible. Ça doit être entre, je ne sais pas moi, en tout cas c'est sûrement moins. Voilà, forcément parce que les vers de terre vont utiliser une partie pour leur biomasse, pour faire leur biomasse, construire leur biomasse. Voilà. Donc il y a un rendement qui est toujours assez faible, hein, mais il y a toujours au moins 25 à 30% de ce qu'on a ingéré qui est immobilisé dans la biomasse. Et puis, juste pour terminer, bien sûr que quand tu manges, tu respires. Hein. Quand tu respires, c'est la fin de la digestion. Hein. Et donc, c'est une partie de ce que tu as mangé qui va partir sous forme de CO2. Voilà. Et donc, forcément, oui, parce que la fin de la digestion, ça se passe dans les mitochondries. Hein. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que rien que le fait de respirer, c'est déjà une partie de ce que tu as digéré qui est éliminée. Hein. Donc, les vers de terre respirent aussi, donc ils éliminent aussi de la matière ingérée en minéralisant le carbone par du CO2. Voilà. Ok. C'est bon pour nous? C'est bon pour nous? Bon. Donc, je vais reprendre la première partie avec eux. Et puis, on se revoit demain. Bon, d'accord, à demain. Ça marche. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Voilà, Ludo, on avait fini. Tu m'entends? Oui. Ouais. Voilà, donc du coup, on se revoit demain. Je vais reprendre la partie sur le sol avec eux, avec les élèves. Ouais, ok. Voilà, j'essaie d'improviser 2-3 trucs. Voilà. Tac. Ça marche. On se revoit demain. Ouais, ok. Allez, à demain. À plus. Salut. Salut. Au revoir.